Bonjour à tous les amis, bienvenue dans The Fight Club les amis. Aujourd'hui avec moi ce soir, Souhil Tahiri. Souhil, comment vas-tu? Ça va très 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 bien frérot, alhamdoulilah. Et toi? Je vais très bien, je t'en remercie. Souhil, est-ce que tu pourrais te présenter et me parler un petit peu de ton parcours dans le MMA? Je m'appelle Souil, j'ai 30 ans, je fais des sports de combat, donc je suis de Marseille et je suis combattant pensionnaire du Marseille Fight Club. C'est le club qui est géré par Jean-Michel Fossard et dans lequel il y a pas mal de combattants qui sont sortis. Juste pour citer les plus grands, on a Elias Giroud, Vincent Delguera, Hassan Raha, Wilson Varela, Osman Mibakirov et tout le reste. On est, je crois, 26 ou 27 combattants professionnels. Donc voilà, c'est une belle écurie et voilà, quoi, tout se passe très bien. Mon parcours dans les sports de combat, j'ai commencé il y a à 18 ans, il me semble. Les sports de combat, j'ai commencé par la boxe anglaise avec Morad Adjou, donc Kaiser du club sportif savinois. J'ai fait 5 ans d'anglaise à peu près. Et avec quelques compétitions en amateur, je crois que j'ai dû avoir 10 ou 12 combats amateurs en tout. Et en même moment, enfin, au bout de 3-4 ans, comme on faisait beaucoup d'interclubs avec Kaiser, tu sais, on croise les gants dans d'autres clubs, j'ai atterri sur le club d'Ali Sadok, un club de pied-point où j'ai rencontré pas mal de gros noms aussi de la boxe pied-point ici en France. Je pense à Karim Zegad, à Nordin Maedjin, à d'autres combattants aussi qui me viennent pas en tête, mais voilà quoi, qui m'ont beaucoup inspiré. Et donc je me suis mis au pied-point, mais sans pour autant faire des combats. Tu vois, je m'entraînais régulièrement en pied-point, mais aussi toujours en anglaise, mais sans vraiment faire, en délaissant un peu la partie compétition, parce qu'à l'époque j'étais aussi dans les études. Et ça commence à devenir un peu corsé au bout du master, donc voilà, il fallait un peu délaisser la compétition pour se concentrer un peu plus sur les études. Et, euh, et donc, comme tout pratiquant de sport de combat qui se respecte, je regardais aussi les combats et notamment les MMA. Et je me rappelle qu'à l'époque, je me disais, putain, ces mecs-là, comme ils font, ils sont dans la cage, il n'y a pas de protection, il n'y a rien, ils se mettent des coups de coude, ils se frappent par terre. Et à l'époque, tu sais, l'UFC, je me rappelle, c'était les des combats qui tournaient souvent, c'était le combat de Frank Mir contre Minotaur. Je sais pas si ça te dit quelque chose, tu sais, à un moment donné, il l'avait attrapé dans une Kimura et puis il l'a bien verrouillé, là, à la fin, le bras se casse et puis voilà, quoi. C'est un peu choquant pour quelqu'un qui a jamais vu ça, c'est super choquant. Et puis je me suis dit, impossible de ma vie, je fais ce sport. Au beau jour où je faisais un stage. Un stage, c'était entre le Master 1 et le Master 2, un stage d'été au Canada, à l'université de McGill. Et je me suis dit, mais il y a Jean Saint-Pierre qui s'entraîne dans les parages, je vais voir où est-ce qu'il est son club. Et son club, en fait, il était juste à côté de là où je dormais. C'était même pas à 10 minutes. J'ai dit, vas-y, parfait, je vais tester. Et c'était l'été, donc ils avaient un programme, tu sais, d'essai qui n'était pas du tout cher. Tu payais même pas, je crois, 20 dollars pour les 15 jours ou les 20 jours d'essai. Et ça tombait vraiment à pic. Et j'ai essayé. Et depuis, voilà quoi. Depuis, c'est rentré dans le, dans le sang. C'était vraiment intéressant parce qu'en fait, j'ai démystifié toute cette partie brutale, cette idée reçue que j'avais du MMA que c'était uniquement pour des gens pas très intelligents, plein de testostérone et de mauvaises choses, quoi. Enfin, l'image qui était véhiculée à l'époque par le MMA. En fait, pas du tout. Pas du tout, parce que quand je suis arrivé au club, l'entraîneur déjà c'était Firas Zahabi, c'était lui qui donnait les cours. Et, euh, et la première chose frappante, en fait, c'est la manière avec laquelle il parlait. Le gars, il était posé dans son discours, il était intelligent, tu voyais qu'il avait. Qu'en fait, c'était bien rodé, c'était structuré. En fait, c'était presque scientifique la manière dont il donnait le cours. Et ça m'a impressionné parce que moi, enfin, étant donné que j'ai aussi un parcours scientifique dans les études, et il y avait cette similarité-là dans la manière de donner des cours, tu vois. Genre les mecs, c'était carré, il y avait l'échauffement, c'était ça, et quand on arrivait à la partie technique, c'était vraiment carré. Et en fait, je me suis dit, au fait, les gars, ils sont pas du tout cons. Et quand tu discutes avec eux, non, ils sont très loin d'être cons, ils sont même super intelligents, et ils abordent les combats d'une manière. Ils abordent la préparation d'une manière scientifique, ils abordent les combats d'une manière scientifique, les gars sont super réfléchis.
Et c'était vraiment, vraiment intéressant parce que voilà, j'avais appris des choses et je m'étais de suite familiarisé avec les techniques. Donc, c'était pratiquement que des cours au sol auxquels j'ai assisté, tu vois, et j'ai de suite accroché. Et à mon retour en France, je suis parti m'entraîner un peu dans deux, trois clubs ici à Marseille de MMA. Le premier, c'était non, pas l'évolution Pancras, c'était la MK Légion. Donc, ils étaient bons un peu, ils étaient sur la fin, la MK Légion, mais voilà, quoi. J'ai eu l'occasion de tourner avec Emar. C'était la première fois que je voyais Emar Guy, Fouad Mesdari, Vincent Delguera. Et bon, comme c'était un peu dans le déclin et que ça allait un peu éclater, la structure, elle n'était pas forcément là. Du coup, j'ai bougé ailleurs et je suis allé m'entraîner à l'évolution Pancras. C'est à l'évolution Pancras que j'ai rencontré Ilyes Giroud. Donc, c'était un peu le gars qui m'a pris sous son aile parce qu'Ilyes et moi, on se connaissait pas vraiment, mais on avait beaucoup d'amis en commun. On avait énormément d'amis en commun et je lui disais, mais tous mes potes me parlaient de toi, mais je t'avais jamais vu. Et lui, il me dit, putain, mais je connaissais ces mecs-là, mais toi aussi, je t'avais jamais vu. Et puis, ça a de suite accroché. Et puis, voilà, quoi, on est sur la même longueur d'onde, Ilyes et moi. Donc, c'est vraiment mon frérot, quoi. Et j'ai de suite accroché à l'évolution Pancras et notamment avec Jean-Michel Fossard, donc qui coachait à l'époque à l'évolution Pancras. Il y avait Michael Cordero et Anthony. Et par la suite, il y a Jean-Michel Fossard qui est parti dans le club qui était à l'époque le FKA. Et Elias il m'a demandé de venir s'entraîner avec lui parce qu'il préparait à l'époque des combats de MMA. C'était l'un des premiers à s'être exporté en Angleterre, ici à Marseille. Elias, et il m'a dit voilà, ce serait cool que tu viennes pour la préparation. Comme j'avais un peu de passé pied-point, anglaise, tout ça, en striking, j'étais un peu à l'aise. Et il m'a dit vas-y viens t'entraîner avec moi. J'ai fait la préparation physique avec lui, j'ai fait donc ses entraînements, j'ai fait un peu son sparring et il préparait à l'époque le Killacam, c'était en 2015. Et puis j'ai dit bah, pourquoi pas, ben, je vais l'accompagner. J'ai jamais vu de combat d'MMA de ma vie, je sais pas à quoi ça ressemble, ben, en vrai je vais l'accompagner. Et puis là je l'ai accompagné et je l'ai coaché, et enfin j'étais dans son coin quoi. J'ai vu ce que c'était un combat de MMA, j'ai vu un peu le niveau, j'ai vu comment ça se passait. Et là, déclic. Je me suis dit, putain, en fait, j'ai ma place. Ou je pourrais éventuellement avoir ma place. Et puis, depuis ce jour, voilà, je suis avec monsieur Jean-Michel Fossard, et voilà, quoi. Je me suis entraîné sérieusement. Il m'a donné une belle opportunité à l'époque. Mon premier combat, il s'était fait en 2016, donc un an plus tard. À l'époque, Jean-Mi, il organisait le HFC en Suisse. Donc, c'est une petite organisation, mais qui, voilà, quoi, qui a lancé pas mal de combattants. Il faisait ça depuis pas mal d'années. C'était lui qui faisait la carte, donc le matchmaking, c'était lui. Et grâce à ça, en fait, tous les combattants du club ont eu la chance de faire leurs premières armes là-bas, parce que voilà, les niveaux, ils étaient à peu près équivalents. Les cartes, les oppositions, elles étaient voilà quoi, c'était bien faites. Donc on n'allait pas aller au casse-pipe, on n'allait pas prendre un Anglais tueur à gage qui a 20 combats en amateur. Voilà, tu sais que tu prenais quelqu'un de ton niveau, tu te faisais plaisir dans une vraie cage avec voilà quoi, le vrai contexte. Au tremplin. C'était Voilà, exactement. professionnel. Et voilà quoi, mes 4 ou 5 premiers combats se sont faits au HFC. Et ça m'a beaucoup aidé, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Et après ça, j'ai fait un combat au KOC, et ensuite un combat en Suède, il me semble. Et après la Suède, j'ai atterri à l'UAE Warrior, donc organisation avec laquelle j'ai signé depuis 2020, donc depuis un an, et avec laquelle je suis actuellement et que je prospère et j'évolue super bien. C'est une très belle orga et je suis très content d'y être. Justement, on va parler un petit peu de l'UAE Warrior. Tu as eu récemment une victoire assez spectaculaire face à Christopher Bajo, un Suédois qui restait, lui, sur 3 victoires consécutives. Déjà, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette victoire et on va dire un petit peu une victoire express que tu as vue? Ouais, c'était vendredi dernier. Donc ouais, Christopher Bajou ou Bayou, je sais pas trop comment ça se dit. Donc c'était à 76 kilos ce combat. Ouais, catchweight 76 kilos. Bon, moi j'essaie de descendre dans les lightweight, mais voilà, c'est dur de trouver un combat chez les lightweight. Du coup, en attendant, bah, je prends ce qu'on me propose. Et oui, donc Christopher, c'est un gars qui vient de la boxe thaï, qui a, je crois, une soixantaine de combats en boxe thaï. Donc il est classé 9e en Europe. C'est un bon striker. C'est pas, voilà quoi. En striking, c'est un client, mais bon, c'est un combat de MMA, donc c'est pas que du striking. Et l'idée dans ce combat, donc entre guillemets, le game plan qu'on s'était fixé, c'était d'abord jouer un peu en boxe,
se mettre un peu à l'aise en boxe, prendre ses distances, prendre la température comme on fait d'habitude, et puis surtout le mettre lui assez à l'aise en boxe pour qu'il oublie qu'il y a de la lutte, qu'il y a du sol. Et ensuite, voilà, après ça, amener le combat au sol au bon moment puis essayer de faire des choses au sol. Ben, il s'avère que dès les premiers instants du combat, il m'envoie un low kick. Et le low kick touche, il n'y a pas de souci. Et sur le deuxième, je contre. Donc il m'envoie un deuxième low kick, je contre en gauche-droite. La droite touche, mais il la bloque. Et de suite après l'avoir bloqué, il essaie de rentrer en clinch tight. Tu sais, c'est le premier réflexe que font les gars en taille, c'est en mouet, ils reculent pas souvent, ils préfèrent avancer. Sauf qu'il avançait avec les bras un peu trop hauts et j'avais le double underhook qui était assez simple à passer. Et j'ai senti que j'étais un peu puissant et j'ai senti que j'avais une bonne position pour le projeter. Et puis voilà, je l'ai projeté. À partir de là, j'ai fait ce que je sais faire un peu à l'entraînement, prendre des contrôles poignets, essayer de prendre des positions dominantes, notamment le dos. Et j'ai pris le dos. Il a bien défendu sur le jeu de main et sur le jeu de blocage. Mais voilà, qu'au bout de 2-3 minutes, il me semble que c'est à la troisième minute, 3 minutes 30, j'ai réussi à passer l'étranglement arrière. Et c'est assez intéressant sur cette victoire que tu as pu avoir parce que j'ai regardé un petit peu ton parcours et je vois que tu combats régulièrement en catchweight. J'ai vu que tu as eu quelques combats en lightweight et en welter, mais tu as pas mal de combats aussi en catchweight. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas une difficulté pour toi de pouvoir balancer sur certaines catégories, de ne pas t'impliquer sur la durée sur une seule catégorie? Très bonne question. En fait, là, de base, l'UA Warrior, on leur a demandé de descendre en lightweight depuis le premier combat. Le tout premier combat, c'était un 80 kg. Tu vois, déjà de base, c'était un catchweight. Je devais prendre Mohamed Gorabi. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. C'est un gars de base, c'est un Walter qui maintenant évolue chez les middleweight. Il est super costaud. Il a dit, je peux pas descendre chez les Walter, donc on fera un catchweight à 80. J'ai dit, moi, il n'y a pas de souci. UA Warrior, tu dis pas non. Même à 82, 83, j'aurais accepté parce que c'est l'UA Warrior, tu vois. J'étais allé en mode de, ben voilà, il se passera ce qui se passera, mais voilà, quoi. En tout cas, je donne tout. Arrivé là-bas, Mohamed Gorabi, il était out pour des raisons que j'ignore. Je sais pas, je sais qu'il a combattu après dans le Brave, donc il n'était pas blessé, mais je sais pas ce qui s'est passé. Il me propose un autre gars. Je sais pas du tout qui c'était, mais je sais qu'il était un peu moins expérimenté que moi. Il avait un ou deux combats, donc ça aurait pu être intéressant, mais au niveau du niveau, je pense que j'étais un niveau un peu au-dessus de lui, donc ça aurait pas fait forcément un très beau combat, ou du moins un combat équitable. Et donc il y avait lui, il y avait le choix entre lui et le co-main event. Donc le co-main event, c'était contre Omar Hossein, qui était sur 4 victoires consécutives et qui était prétendant au titre des Walter à l'UA Warrior. Et qui était un peu voilà quoi, le gars qui était mis en avant par l'UAE et qui voulait le faire percer dans des organisations un peu plus grandes. Et donc on est venu me voir, on m'a dit voilà, il y a soit lui là qui a un niveau voilà quoi, pas trop énorme, et lui qui est vraiment bon. Mais voilà, si tu le prends, ben, même si tu perds, tu es garanti de revenir à l'UA Warrior. Et puis on m'a proposé une prime aussi qui suivait. Ben, j'ai dit forcément oui, donc ouais, c'est beaucoup plus intéressant. En fait, j'étais parti dans une optique de me challenger, peu importe ce qu'ils allaient me donner, j'ai dit moi je me challenge et puis on verra ce que ça donne. Donc premier combat que je l'accepte, c'était à 80 kg. Donc je gagne, après ça on me signe et je leur demande de descendre. Donc ils essaient de trouver un combat. Pour le deuxième combat, sans te mentir, on m'avait proposé 5 gars. 5, hein, mais vraiment, le premier, il a dit oui, après non, deuxième, oui, après non. Enfin bref, c'était comme ça, jusqu'à arriver au troisième. On m'a dit, bon, lui, il a dit oui, mais à 77 kilos. Je dis, bon, ben, 77, d'accord, très bien, allons-y. Donc ce combat-là, je l'ai super mal géré. J'avais fait une préparation physique qui était bien, mais qui n'était pas complète. Donc voilà, quoi. Mauvaise gestion plus une préparation physique qui n'est pas complète. Du coup, j'étais carbonisé dès le premier round parce que voilà, j'y suis allé comme un berserker et j'ai touché au quatrième round, je les mets down et puis manque d'expérience et encore une fois manque de lucidité et de caisse. Je vais pour la soumission alors qu'il fallait juste accélérer un peu plus en anglaise
et la soumission ne passe pas. Donc voilà, je crame toute ma barre d'énergie sur la soumission, je récupère pas à la minute de repos et sur le deuxième round, il arrive avec une grosse accélération, il me touche, il me met down et puis par terre, j'essaie de survivre, mais voilà quoi. Au bout de 2 minutes, l'arbitre arrête le combat parce que j'arrivais plus à défendre. Donc ce combat, je le perds à 77 et après ça, on leur dit bon, ben, il faut vraiment, vraiment descendre parce que c'est pas ma catégorie. Donc il est temps de descendre pour aller chercher ma vraie KT et puis voilà quoi. Que je me pose, comme tu dis, que je me pose, que j'arrête de jouer entre ces deux KT. Donc on propose Youssef Wahbe. Je lui dis pas de souci, franchement super. À 70 kilos, on accepte, il n'y a pas de souci. 2 semaines plus tard, il dit non, j'arriverai pas à 66, 70, il faut 72. D'accord pour 72, il n'y a pas de souci. 2 semaines plus tard encore, il dit non, 73. D'accord, 73, il n'y a pas de souci. Et après, il dit 74. Donc, tu vois, c'était un peu, voilà, quoi, c'est pas du tout sérieux. Et lui aussi, pareil, ce Youssef Wahbe, c'est pas le chouchou, mais voilà, c'est un gars qui a je sais pas combien de combats à l'UAE, au Desert Force et toutes les organisations du Midwest. Donc voilà, c'est une figure. Donc j'imagine qu'on l'écoute un peu plus à lui qu'à moi, ou du moins qu'on le mettra un peu plus en valeur que moi. Mais voilà quoi. À chaque fois qu'il disait un poids, les autres acquiesçaient. Donc l'organisateur acquiesçait, moi j'acquiesce, il n'y a pas de souci. Moi je veux le prendre. Donc s'il veut combattre, on combat. Mais voilà, on avait signé le contrat sur le contrat, il avait marqué 74 kg catchweight, pas de souci. Je fais mon poids, j'arrive. Un jour avant la pesée, il appelle les gars, il dit au final 74, j'arriverai pas, il faut 78 500. Moi, j'étais à 75 en train de transpirer, en train de faire mon poids. Hors de question. C'est une question de respect. Tu vois ce que je veux te dire? Si dès le début, tu me dis, il y a un mois à l'avance, 78 500, oui, j'aurais dit 78 500, il n'y a pas de souci, on se prend à 78 500. C'est pas j'arrive, je fais tous ces sacrifices-là, et Dieu sait que c'est beaucoup de sacrifices. Là, le cutting et le poids, je crois que c'est plus gros que la préparation elle-même. Donc j'arrive à 74, je fais 74 et toi tu me dis non, 78 500, c'est un manque de respect. Donc on avait proposé deux alternatives. On avait proposé à 76, enfin un truc intermédiaire, moyennant une prime bien sûr, parce que voilà, moi je suis arrivé au poids, donc on combat pas gratuit. Hein, j'ai une femme, des gosses, des factures aussi. Et il avait refusé. On avait proposé deux alternatives, les deux il les a refusés. Donc voilà, le combat a été annulé. Et moi, je me suis retrouvé bredouille, donc je rentre à la maison sans rien. Et ensuite, donc quelques mois plus tard, on propose enfin ce Christopher Bayo. On m'a reproposé Youssef Wahbe à 77. J'ai dit oui, et il a dit non. Il a dit non. Bon, encore une fois, je sais pas c'est quoi la raison. Hein. Ça se trouve, il était blessé ou il avait juste pas envie de combattre. Mais voilà, moi j'ai dit oui. Et au final, il a dit non. Donc voilà, pas de souci. Et à la place, on m'a proposé ce Christopher Barro. Et je suis très content de l'avoir affronté parce que voilà, c'est un gars sérieux. Encore une fois, c'est un gars qui a d'expérience en Muay Thai. Il est arrivé au poids, il est arrivé préparé. Donc voilà, ça fait toujours plaisir parce que voilà, ça fait de belles oppositions et tu sais que le gars en face, il va tout donner et que toi aussi. Et voilà, je l'ai fait à 76 kg catchweight parce que le mec, enfin, de base, on leur a proposé 75 parce qu'encore une fois, j'essaie de descendre vers la barre des 70. Et ils ont dit 75, il n'arrivera pas, ce sera à 76, un intermédiaire entre 77 et 75. J'ai dit, bah, pas de souci, moi, tant que je combats, c'est l'essentiel. Mais pour les combats à venir, voilà, j'aimerais vraiment descendre à 70 parce que voilà, j'aimerais avoir mon nom chez les prétendants à 70 et à terme, bien sûr, je vise une ceinture à l'UAE, soit celle de l'Africa. Maintenant, ils ont ouvert une nouvelle, une nouvelle édition, donc c'est l'Africa. Et il y a aussi l'Arabia, donc voilà quoi. J'aimerais bien être dans ce ranking-là des lightweight et espérer avoir ma chance pour le titre. C'est assez intéressant ce que tu évoques parce que tu parles de plusieurs combats que tu aurais pu avoir qui ne sont malheureusement pas faits. J'ai l'impression, moi personnellement, quand j'ai vu ton dernier combat, qu'il y avait une réelle satisfaction. Je ne sais pas si pour toi, tu arrives à un stade de ta carrière où c'est un tournant, où tu sentais peut-être que ton avenir dans l'organisation dépendait un petit peu de cette victoire, mais j'ai senti une réelle satisfaction, un bonheur qui était vraiment présent, que ce soit sur ce que tu postais sur tes réseaux sociaux, mais j'ai vraiment senti un Souil soulagé. Ouais, complètement, parce que voilà, encore une fois, j'arrivais d'une défaite et une défaite frustrante, tu vois. À la limite, je perds parce que le mec qui est en face de moi, il est plus fort que moi. D'accord, le mec est plus fort, tu aurais rien pu faire, vraiment, tu te lamentes un peu sur ton sort, tu te dis, bon, techniquement, il était meilleur dans tous les domaines, je pouvais rien faire. Le gars que j'avais pris,
Bon, il était invaincu, ouais, il était sur 4 victoires consécutives et c'était un gros striker. Et moi, je l'avais pas beaucoup étudié, tu vois. Je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas grave, j'ai pas envie, je l'ai accepté 2 semaines à l'avance et j'y vais en mode je veux rien savoir et puis on verra ce que ça donne. C'était un peu mon erreur, j'aurais dû peut-être l'étudier un peu plus parce que le gars était vraiment, vraiment solide, tu vois. Et le premier round, voilà, on s'est frappé. Je l'ai lutté, je l'ai ramené 2 fois au sol. Je l'ai collé contre la cage, j'ai envoyé des combos, et puis voilà, comme je t'ai dit, 4e minute, je le touche, le gars il est down vraiment, mais il est super solide, il se relève direct, et je fais cette grosse erreur de vouloir aller chercher le dos pour l'étrangler, alors qu'il fallait juste accélérer pour que l'arbitre arrête le combat. Donc voilà, ça m'a cramé, et je perds à cause de moi-même, je perds parce que moi je me suis mal géré, je perds parce que j'ai mal fait les choses, et tu peux t'en prendre qu'à toi-même, et c'est frustrant parce que tu te dis, putain, tu sais, genre, j'avais le festival des si pendant un mois dans la tête en mode putain, et si j'avais si fait ça, et si je l'avais pas étranglé, et si j'avais accéléré, et si j'avais su que c'était un striker, j'aurais peut-être lutté un peu plus, et si j'avais, et ça, c'est horrible. C'est horrible. Et en plus, ça te fait du rouge sur, c'est un peu, c'est vrai qu'il faut pas trop regarder ça, parce qu'encore une fois, moi je combats pour le plaisir, je sais que je vais pas devenir champion de l'UFC, mais voilà quoi, avoir du rouge, c'est toujours super décevant, ça te met un coup au moral, c'est un peu dur de rebondir après ça, et surtout l'UAE, ils ont stipulé sur le contrat, au bout de 2 défaites consécutives, on peut se réserver le droit d'éjecter le combattant. Tu vois, ça fait des pressions supplémentaires qui font que ben, le combat suivant, tu l'abordes d'une autre manière, quoi. Je suis arrivé avec un peu plus de stress, mais par contre une meilleure préparation. Donc c'est vrai que j'ai perdu, mais par contre voilà, comme je l'ai dit à chaque fois, moi les victoires, elles m'ont pas rendu plus fort, mais les défaites, elles m'ont jamais affaibli. Elles m'ont toujours rendu plus fort parce que je reviens toujours avec l'agnac, j'essaie toujours de me recorriger. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé avec une bonne préparation physique. J'ai consulté Rémi Fivio Sport, donc c'est le gars qui prépare l'équipe d'Algérie, qui prépare beaucoup de combattants ici en France. Donc il sait ce qu'il fait. Voilà, le suivi pour la prépa physique, il était au top. J'ai fait ça très sérieusement. On a changé aussi beaucoup de choses dans le club grâce à Papy, il a restructuré un peu les cours. On a séparé les professionnels et les amateurs. Avant, on s'entraînait un peu tous ensemble. Ça faisait des cours avec beaucoup de monde. On se marchait dessus. C'était pas super bien. Là, c'était super carré et on s'est focalisé sur des aspects du MMA qui sont super importants, notamment la lutte. 60% de nos entraînements, c'est lutte MMA, tu vois. Et on sent vraiment la différence. Depuis septembre, on a commencé ça, même un peu avant. Et là, voilà, quoi. Je crois, depuis le début de l'année, dans le club, on a une quinzaine de combats. Il y a 2 défaites sur les 15 combats. On a dû faire une dizaine de victoires, même un peu plus, tu vois. Et ça se sent parce que, voilà, encore une fois, ces aspects de lutte, ils nous mettent vraiment à l'aise, ils nous donnent la caisse, ils nous donnent les armes pour mener le combat où on veut. C'est-à-dire, si on veut rester debout, ben, on a assez de lutte pour pouvoir défendre les gars qui voulaient nous amener. Et si on veut amener quelqu'un au sol, ben, on a assez de lutte pour l'amener au sol, tu vois. Et ça, c'est super important. Ramener le combat où tu veux, c'est très, très important. Et c'est ce que j'ai senti encore une fois. Je t'ai dit, dès qu'il m'a collé, j'ai senti que voilà, j'étais super à l'aise. J'étais dans une position directe qui est super familière parce qu'on se bute encore une fois au sol, à la lutte. Et puis voilà, quoi. C'est, à force de te manger de la lutte, ben, ton corps s'adapte tout simplement. Et voilà, je me suis retrouvé en doublant de rook. J'ai dit, mais en fait, c'est comme à l'entraînement, c'est simple, quoi. C'est simple. Et puis voilà, quoi. Je l'ai amené au sol. Une fois au sol, j'ai fait le travail que je fais d'habitude. C'est encore une fois que de l'entraînement. Et voilà, c'est la recette de Jean-Michel Froissart. Et oui, oui, pour revenir à ce que tu disais, c'est que Victor, j'en avais vraiment besoin. Parce que là, voilà, je reviens un peu en confiance. Je marque un verre et puis surtout voilà, je sais que j'ai pas pris un dégain comme on dit chez nous, j'ai pris quelqu'un qui était bon, qui était assez bon même. Et voilà quoi, ça me met plus en confiance pour la suite et ça me motive pour beaucoup mieux faire les choses parce qu'encore une fois, comme je t'ai dit, je vise vraiment le titre. J'ai vraiment envie de ce titre-là parce que ça me tient à cœur et puis voilà, pour moi ce serait une belle consécration de montrer que c'est possible de faire des études de haut niveau et d'avoir justement quelque chose, un titre de haut niveau en sport de combat aussi. C'est assez intéressant ce que tu évoques parce que tu parles beaucoup de la lutte et de la restructuration que tu as eue au club. Quand on voit un petit peu tes victoires,
Tu as 2 KO et 3 soumissions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, tu es très à l'aise à la fois debout et au sol. Tu me parles aussi du titre de l'UAE Warrior chez les lightweight. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque pour pouvoir accéder à un title shot? Je pense il faudrait que mon nom apparaisse vraiment dans les contenders. Tu vois, là, je pense que enfin, voilà, comme modestement, les mecs, actuellement, le gars qui est champion des lightweight, que ce soit l'UAE Warrior International ou l'UAE Warrior Arabia, c'est un gars qui sont à l'UAE depuis pas mal de temps. C'est des gars qui sont sur plusieurs victoires consécutives. Donc, c'est des gars qui méritent vraiment leur ceinture. Ils sont super forts. Et je pense qu'avec mon score actuel, je peux pas forcément, c'est pas forcément le score, mais qui compte. Mais, mais voilà, avec mon expérience actuelle et mon score actuel à l'UAE, donc je suis à 2-1 à l'UAE, je suis encore un peu loin de prétendre au titre. Je pense que si le prochain combat, je le gagne aussi de manière expéditive comme celui-là, c'est-à-dire au premier round ou par un KO, une soumission ou quelque chose du genre, là oui, ça ferait, en lightweight, encore une fois, là je pense que ça ferait parler un peu plus de moi. Et c'est ça mon objectif. Moi, c'est toutes mes victoires pour l'instant, c'est que des finalisations. Je vais vraiment continuer là-dessus. De toute façon, moi, quand j'entame un combat, c'est vraiment pour la finalisation. La décision, c'est pas du tout mon truc. Je veux vraiment terminer mon adversaire, tu vois. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu évoques. Je pense que si au niveau de ton prochain combat, tu réussis une performance assez rapide et de manière assez chaud, on va dire, si tu fais un petit peu le show comme tu as pu le faire sur tes derniers combats et tes 5 victoires, comme tu as dit, tu as pas de victoire à la décision. C'est ce qui te rend assez intéressant. Maintenant, la question que je me pose, Souil, toi aujourd'hui, tu es combattant et tu as la particularité d'être docteur et d'avoir un doctorat en maths appliquées. C'est ça, ouais. Comment se fait ce parallèle, justement? C'était dur. C'était franchement dur. Et c'est une construction qui date pas d'hier, tu vois. C'est pas hier, je me suis réveillé, je me suis dit, tiens, je vais être combattant et je vais faire des études. Ça a commencé vraiment à la fin du lycée. Donc, quand j'ai commencé la boxe, c'était en terminale. Et donc j'avais eu mon bac, tu vois, et puis je commence la fac, et en même temps je continue la boxe. Et dès la première année, en fait, quand je faisais ça, donc c'était une première année super super bien remplie parce que j'ai directement commencé les compétitions, et ça me faisait des journées super complètes, tu vois, genre je me levais le matin, j'allais en cours, et puis voilà, le soir je sortais, j'allais directement à 17h, 18h, j'avais l'entraînement. De l'entraînement, je rentrais à la maison, je continuais à étudier. Et puis c'était tous les jours comme ça, tous les jours entraînement, tous les jours la boxe. Et puis ma mère à l'époque, c'était comme quoi, c'est pas toujours les personnes de ta famille qui te soutiennent, mais voilà, elle m'avait dit, attention mon fils, tu peux pas te concentrer sur deux choses à la fois, c'est dur. Et elle m'a donné une expression en arabe qui me marque jusqu'à maintenant, parce qu'à chaque fois j'y pense, tu vois. Elle me dit, tu peux pas prendre deux pastèques sous la même aisselle, parce que c'est super gros une pastèque. Et donc voilà, tu vois l'expression des anciens. Et ben en fait ça m'a grave motivé, ça, de me dire que tout le monde me dit que c'est dur, même mes profs. Certains de mes profs m'ont dit, tu peux pas forcément faire ça, parce qu'ils me voyaient arriver en cours, j'avais des cocards, j'avais des trucs comme ça. Ils me disaient, on s'inquiète un peu, tu peux pas, voilà quoi, on te conseille de vraiment te concentrer sur tes études, etc. Même mes amis, parce que j'avais commencé la boxe un peu tard, soit 18 ans en général, c'est pas un âge auquel je commence la compétition. Donc la plupart de mes potes ils me disaient, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais, genre de l'incompréhension, parce que quand tu fais pas un sport de combat, c'est très dur de l'expliquer à quelqu'un qui en fait pas, tu vois, et de lui dire, voilà, ça me motive d'aller me frapper, de me faire frapper. Quand tu pratiques pas, c'est super dur d'expliquer ça à quelqu'un. Et du coup, bah, la plupart du temps, dans les meilleurs des cas, tu as de l'incompréhension. On te dit, ouais, je comprends pas. Et dans les pires, ben, t'as soit des moqueries, soit au contraire de la démotivation. Tu sais, on te dit, ouais, voilà, ça sert à rien, tu vas te faire mal, tu vas te blesser, tu vas te casser le nez, tu vas finir défiguré, et tatati, tatata, tatata. Encore une fois, ça peut être malsain, comme ça peut être juste, tu sais, il y en a, c'est juste par bonne intention, tu sais. Genre, mon grand frère, il me disait, ouais, on va te casser le nez, mais c'est démotivant. Mais lui, il sait pas. Lui, pour lui, c'est en mode, je m'inquiète pour toi, on va te faire mal, donc arrête ce sport. Tu vois? Mais tout ça, là, toute cette négativité, toute cette démotivation, toutes ces paroles, en fait, je les ai pris, et j'en ai fait mon essence, tu vois.
parce que je me suis dit, c'est possible, je suis sûr que c'est possible, et je vais tout faire pour que ce soit possible, pour rendre ça possible. Donc voilà, ça m'a coûté beaucoup d'énergie et de l'organisation, tu vois, même si je pense que j'aurais pu mieux faire les choses. Mais voilà quoi, c'était tout un processus, toute une organisation. Des fois, comme je t'ai dit, arriver en master, c'était vraiment dur parce que le master 1 et le master 2 en maths appliquées, c'est super, super compliqué. Donc là, j'ai dû mettre un peu la compétition de côté. C'est les 2 seules années où j'ai pas fait de compétition, tu vois. Et une fois que j'ai validé mon master et que j'ai eu mon offre de doctorat, là, j'ai repris un peu plus pour la compétition. Donc, la première année de doctorat, j'ai recommencé la compétition et puis dès 2016, j'ai fait mon premier combat en MMA. Mais voilà quoi, cette transition, encore une fois, elle a été difficile, hein, c'était dur. Mais voilà, je voulais me prouver à moi-même avant tout, parce que tout le monde disait non, c'est pas possible. Je voulais me prouver à moi-même avant tout que c'était possible de le faire, et effectivement, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire, il faut pas écouter les gens. Faut pas écouter les gens, il faut s'écouter à soi-même. Et puis, il faut faire les causes, hein, voilà quoi, faut croire en ce qu'on fait, et puis ça marche. Je suis d'accord avec toi. Justement, le fait que plusieurs personnes n'y croyaient pas spécialement, ça t'a donné une motivation supplémentaire. Aujourd'hui, tu es à la fois performant sur les deux tableaux. Et moi, personnellement, je tenais à te féliciter parce que c'est quelque chose d'assez de peu commun de pouvoir d'avoir un docteur en maths appliquées et d'être combattant MMA de l'autre côté. Ça force le respect. J'ai une petite question pour toi, Swill. Tu es passé par plusieurs organisations, tu as préparé une multitude de combats. Aujourd'hui, est-ce que tu aurais pour les abonnés de Fight Club une anecdote qui t'a marqué et que tu as retenue? Une anecdote. Sur la préparation ou sur les combats en eux-mêmes? Peu importe, quelque chose qui t'a marqué, quelque chose dont tu te souviendras encore longtemps. Ah, ça, c'est une bonne question, ça. En fait, j'ai beaucoup de souvenirs, j'ai du mal à trier. J'ai beaucoup de mal à trier ce qui me marque, ce qui me marque pas. Euh, une anecdote qui m'a marqué. Waouh, tu me prends à contre-pied, franchement. Je sais pas La si dernière dont tu te plus rappelles. si la question, peut-être que je te répondrai, parce que là, c'est super général comme question. Il n'y a aucun souci. Toi, aujourd'hui, Souil, quand on voit ton parcours, on voit que tu es aujourd'hui à l'UE Warrior, aujourd'hui, tu nous as clairement parlé d'un objectif de pouvoir te battre pour la ceinture. Est-ce que justement, si tu parvenais à gagner, à avoir cette ceinture, ça serait pour toi un objectif de pouvoir te performer dans une autre organisation qui serait peut-être plus prestigieuse que celle de l'UAE? Ah oui, bien sûr. Après, comme tout combattant qui se respecte, je vise le Saint Graal de l'UMMA, l'UFC ou le Bellator, mais voilà quoi. Oui, c'est sûr et certain que si j'atterris à l'UFC, ce serait le top du top. Il y a une expression, encore une fois, bon, je l'aime pas trop cette expression parce que physiquement, elle est pas tout à fait vraie, qui dit ouais, si jamais tu vises, faut viser les étoiles parce qu'en cas d'échec, t'atterris à la lune ou je me rappelle plus exactement quoi, mais voilà quoi. En tout cas, tu vises le plus haut possible et là où t'atterris, bah, ce serait bien. Et puis déjà en fait là, à mon niveau, mon modeste niveau encore une fois, je me dis voilà, j'ai pas mal accompli quand même parce que encore une fois, il y a un truc qui est super important que j'ai acquis dans ce parcours. Non seulement donc mon parcours éducatif, mon parcours scolaire quoi, mais aussi j'ai donc cette double casquette qui est à la fois être combattant et à la fois avoir un doctorat en maths. Et pendant mon doctorat en maths, donc j'ai eu l'occasion de donner des cours, tu vois. Donc pendant 4 ans, j'ai donné des cours, 3 ans à l'université. J'ai enseigné en licence. Et ensuite, j'ai enseigné dans une école d'ingénieurs, tu vois. Donc ça me fait 4 ans d'expérience d'enseignement. Et cette méthodologie que j'ai acquise, cette méthodologie que j'ai appris pendant mon parcours scolaire, que j'ai pris de mes aïeux aussi, mes enseignants-chercheurs, ben, je les retranscris un peu dans les sports de combat, tu vois. Donc actuellement, je suis coach aussi. Je donne aussi, enfin, j'ai entraîné des gars, j'ai préparé des gars, j'ai coaché des gars, j'ai été dans le coin de plusieurs cas. Et actuellement, j'ai ouvert une section féminine
Marseille Fight Club, donc uniquement pour femmes, avec que je co-dirige avec ma femme, tu vois. Et l'idée, en fait, c'est que plus tard, j'essaie de mélanger un peu les deux, cette méthodologie de travail, cette méthodologie, encore une fois, que j'ai vue au Tristar Gym pour la première fois que je suis rentré. Et ben, j'essaye de retranscrire ça, je vais essayer en tout cas de retranscrire ça dans l'enseignement, dans le coaching. Et l'idée, encore une fois, et c'est pour ça que je te dis que à l'heure actuelle, même si je vais pas plus haut, je suis quand même satisfait de mon parcours parce que j'ai acquis vraiment cette expérience et elle est super riche. Tu vois, c'est richissime, j'en suis conscient, c'est un truc que je vendrai pas pour tout l'or du monde, tu vois. Parce que voilà, c'était dur, mais ce que j'ai acquis, je vais le transmettre aux générations qui arrivent. Ça va non seulement leur donner un vecteur de motivation, de se dire putain, en fait, c'est possible de faire les deux à la fois, mais ça va aussi leur donner une méthodologie, tu vois, une méthodologie que j'ai appris dans le dur, mais que moi je vais transmettre de manière un peu plus facile. Et ça, je pense que ça vaut tout l'or du monde. Ne serait-ce que qu'à mes enfants, ne serait-ce que le fait que je transfère mes enfants, c'est un héritage, tu vois, en soi. Et c'est ça, en fait, la richesse. C'est pas juste des sous que je vais donner ou à mes gosses, c'est vraiment un héritage. C'est le fait de se dire, voilà, votre daron, il a poussé les études jusqu'au doctorat et j'ai aussi poussé le sport jusqu'au bout. Donc, vous, dans votre vie, ben, fixez-vous un objectif et si vous bossez sur cet objectif-là, ben, vous allez réussir, tu vois. Donc, voilà, je pense que je les orienterai beaucoup, beaucoup mieux que ce que j'ai été orienté moi. Et voilà, quoi. Rien que ça, je te jure, même si je fais pas d'autres organisations ou même si j'arrête là le MMA, je sais que c'est déjà beaucoup ce que j'ai acquis. C'est ce que j'apprécie particulièrement chez toi, c'est que tu mesures la chance que tu as de pouvoir faire, on va dire, entre guillemets, ce que tu aimes, un métier, et tu as aussi la particularité de pouvoir faire autre chose à côté que tu aimes aussi. C'est ça Exact. qui rend intéressant. On arrive en fin d'interview, Souil, chez The Fight Club, on a une petite rubrique qui s'appelle The Perfect Fighter. Alors, je vais te donner plusieurs domaines du MMA et tu me Ouais. diras pour toi qui est le meilleur dans ce domaine. Ah, ok. Au niveau de sa lutte. Au niveau de la lutte, ouais, alors très bonne question. Bah, j'ai deux noms, trois même peut-être. Allez, tu m'en donnes deux. Trois, je prends pas. Deux, je prends. Bon, Khabib, Khabib Nurmagomedov, mais bon, ça, je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça. Et le deuxième que vraiment j'aime beaucoup beaucoup sa lutte, c'était Daniel Cormier. Donc Daniel Cormier qui, bon, sur ses derniers combats, ça s'est pas beaucoup vu, mais il a vraiment une lutte monstrueuse. Donc les deux viennent de l'AKA, hein. Donc l'AKA pour moi c'est vraiment j'ai envie de te dire c'est la mecque un peu de la lutte en MMA, mais c'est un peu la vérité. Les gars ils sont une grosse référence, c'est la référence même de la lutte MMA dans le monde entier. Et tu les vois leurs combattants. Donc ouais, en lutte MMA vraiment si je devais prendre quelqu'un c'est Khabib ou Cormier. Clairement d'accord avec toi. Au niveau de son striking. Le striking là aussi on a beaucoup beaucoup de références. Pas forcément des combattants de MMA, Seul, je t'en demande qu'un seul. pas de souci, mais pas forcément des combattants de MMA. Si, de MMA. Parce que Ah, de MMA. ça reste dans le domaine du MMA, son striking. Ouais. Alors le striking que j'aime beaucoup franchement le style, putain, j'en ai plein. Mais voilà, celui qui s'approche plus de ce que j'aime moi et de ma manière de combattre moi, c'est Peter Yan. Clairement d'accord avec toi. C'est magnifique, c'est magnifique. En fait, moi je viens de l'académie, donc mon style de boxe pied-point, c'est le style de Ali Sadok. Encore une fois, c'est le style un peu marseillais, un peu du sud. C'est un style qui ressemble beaucoup au style hollandais, tu vois. Donc, combinaison, variant en bas, beaucoup de low kick, des à toi, à moi. Enfin bref, et c'est quelque chose que Peter Yan reproduit très bien. C'est un gars avec une marche arrière cassée qui encaisse remise de suite, que met deux coups, il t'en remet quatre derrière avec une jambe, qui module ses coups. Il a pas une seule combinaison qui se ressemble. Et je sais pas si tu regardes ses combats, mais vraiment, quand tu regardes ses combinaisons, il en a jamais une, il fait jamais deux fois le même enchaînement, tu vois. Une variation de coups avec une précision de malade et marche arrière cassée, c'est magnifique. Tu regardes un peu ses sparring aussi en pied-point, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau à voir. Non, c'est magnifique. Au niveau de sa puissance. Au niveau de la puissance, qui est puissant? Qui est puissant? Bon, il y en a plein qui sont puissants. Je pense qu'il y en a plein qui doivent sortir en particulier.
Mais il y en a un, ouais, celui qui sort du lot au niveau de puissance, c'est Ngannou, avec une force démesurée, le gars. Mais en rapport euh, poids, Taille. puissance, tu vois, ouais, en rapport poids taille, parce que Ngannou c'est un poids lourd, donc c'est forcément, même si j'avais sorti un autre poids lourd, niveau puissance, ça aurait été monstrueux. Mais quelqu'un qui est vraiment, vraiment puissant, mais qui est pas forcément super balèze, c'est. Putain, comment s'appelle ce gars? J'ai complètement zappé son prénom. Ah, il est descendu chez les 125 là, chez les 57. Il était chez les 61. Bon, il est sur trois défaites d'affilée, mais Cody Garbrandt. Ah oui, oui, Ouais. oui, Donc pour un 61, je trouve qu'il est vraiment, vraiment puissant. oui, pas mal. Quand tu regardes son palmarès enfin, son rapport KO sur Victor, il est assez impressionnant pour son poids, tu vois. Et je trouve que ça, vraiment, il doit frapper comme un malade, ce gars-là. Même s'il est sur des défaites consécutives, mais voilà. Et au niveau de son intelligence de combat, Intelligence de combat, euh, je pense que le gars qui restera imbattable là-dessus, on peut débattre, hein, mais le mec qui a instauré même, je crois, le game plan, c'est Georges Saint-Pierre. oui, oui, C'est Georges Saint-Pierre. oui, Le gars, il a 2 défaites dans sa carrière. Les deux, il les a vengées déjà, qu'on soit clair. Une fois qu'il a eu la ceinture, il s'est pas pris la tête. Il arrivait à chacun de ses combats avec un game plan, avec une tactique, avec tout ce qu'il faut qui était carré du début jusqu'à la fin. Le gars était fort. Je crois que depuis le début de sa carrière, il a pas fait de bavure dans ses combats. Tu regardes ses combats, c'est propre. On dirait que c'est de la PlayStation, le mec. Il est en train de jouer. Tout ce qu'il fait, t'as l'impression que c'est facile. Et vraiment, je pense, niveau intelligence, il n'y en a pas, des masses qui ont réussi à faire comme lui. De toute façon, c'est l'un des gars qui a retenu le plus sa ceinture, qui a défendu le plus sa ceinture, si ce n'est le gars qui a défendu le plus sa ceinture, il me semble. C'est Anderson Silva ou lui, je sais pas trop. Entre les deux, qui c'est qui a le plus de. je crois même que c'est John Jones. John Jones aussi, ouais. Ouais, niveau intelligence, c'est John Jones, mais après, je prends en compte un peu le tout et je suis plus inspiré par Georges Saint-Pierre que John Jones. Même si, j'avoue, John Jones. Après, tu as mention spéciale à John Jones, à Dimitrios Johnson, à ces gens-là qui, voilà, quoi. Encore une fois, tu vois l'intelligence du gars au nombre de fois qu'il a retenu sa ceinture. Parce que c'est super méga difficile Pour moi, le title defense, c'est beaucoup plus dur que d'aller chercher un titre ou que de conserver des victoires consécutives. Parce que non seulement tu as une cible sur ton dos, tu as cette pression, tu as tout ce bordel, tu sais que le mec il arrive pour t'arracher la tête parce tout le monde veut abattre le roi, tu vois. Et à réussir à maintenir ça, des victoires consécutives en title defense, un 5x5 sur plusieurs, des fois sur plusieurs années, ça force vraiment le respect. Les gars sont bons. Les gars sont bons. Totalement d'accord avec toi. Et sur le dernier aspect, au niveau de la sphère médiatique, je pense que là, Ouais, y a pas. Et je crois qu'il a même instauré, instauré ça. On le, on le nomme plus, hein. non plus, l'Irlandais. L'Irlandais, exactement. Mais grosse mention spéciale à quelqu'un qui a fait ça avant lui. Enfin, avant la bulle McGregor, il y avait une bulle qui est beaucoup plus grande qui maintenant, bon, la bulle McGregor, elle a fait un peu de l'ombre à cette bulle-là parce que ça commence à faire des années et que les gens commencent à s'intéresser au sport de combat que maintenant. Mais avant ça, c'était Floyd, les gars. Avant ça, celui qui faisait vraiment, en tout cas dans le monde du sport de combat, je te parle pas du monde des MMA, c'est Floyd Mayweather. La bulle médiatique, Floyd, elle a fait de l'ombre à tout le monde pendant des années et je sais pas si tu te rappelles, pendant 2 ou 3 années, voire 4 années consécutives, Floyd Mayweather était le sportif le plus payé sur Terre. Oui, oui, oui. Mieux payé que Cristiano Ronaldo, que tous les gros joueurs de De foot. loin, de loin. Mais de très loin, genre vraiment, il leur mettait je sais pas combien de millions dans le compteur, quoi. Le gars, il était super fort à ça parce que voilà, c'était le premier à faire
pas du trash talking, mais à dire c'est moi le plus beau, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus fort, à mettre en avant les sous, à mettre en avant cette vie de luxe, tu vois. Et c'est vendeur, les gens ils kiffent ça, ils aiment regarder ça, ils aiment voir les gens riches, ils aiment voir que tu gaspilles tes sous, que tu jettes de l'argent par la fenêtre, etc. C'est ça qui est vendeur, il a bien compris. Et c'était de notre génération, c'était le premier, il me semble, à avoir fait ça en boxe anglaise. Et donc, tu as lui, en MMA, avant McGregor, celui qui faisait ça, c'est celui qui faisait un peu du trash talking et qui arrivait à avoir une petite bulle médiatique autour de lui, c'était Chael Sonnen, qui parlait beaucoup mal. Mais il vendait les combats, Chael. Hein. Le combat contre Anderson Silva, putain, c'était l'un des combats les plus regardés. C'est super fort, hein. C'est super fort de faire ça. Et il faut que les gens, surtout les Français, parce que les Américains ils arrivent à comprendre ça, mais surtout les Français, il faut qu'ils arrivent à comprendre que c'est du spectacle, qu'il y a cette dimension, spectacle, il y a cette dimension, comme tu dis, médiatique, qu'il faut prendre en compte parce que voilà, les gars, c'est encore une fois, ils combattent pour avoir le frigo rempli, pour avoir les factures payées. Donc voilà, tu as envie d'avoir de l'argent et pour avoir de l'argent, il faut vendre le combat et pour vendre le combat la meilleure façon, c'est de faire du trash talking, voilà, quoi, c'est de se mettre en avant de quelque manière que ce soit. Mais voilà, il faut que le public français ils prennent ça au second degré, et puis qu'ils apprécient le spectacle tel qu'il est, c'est-à-dire un spectacle avant tout, et pas forcément le prendre personnellement. Quoi. Je te rejoins totalement sur ce point-là. Swil, je te remercie d'avoir pu partager ce moment avec toi. Merci, ça fait plaisir. C'est un réel plaisir d'échanger avec toi sur tous les aspects de ta vie de combattant et de ta vie professionnelle que tu as en dehors. Je sais que tu es très pris en ce moment, que tu rentres à peine de ton dernier combat. Donc, je te remercie énormément. Merci. Je te souhaite une excellente réussite dans ce sport que tu pratiques. Et j'espère pouvoir un jour te voir te battre pour le title shot à l'UAE. J'espère aussi. Je te remercie, je te dis à très bientôt, mon ami. Merci au Fight Club. Merci les gars. Salut. Salut.